8h, 9h, Dimitri Pavlenko. 435 représentants à renouveler, 35 sièges, un tiers du Sénat, des 36 gouverneurs, des milliers d'élus locaux. Quand on va voter aux États-Unis, c'est rarement pour rien. C'est Election Day ce mardi, jour d'élections au pluriel. Alors traditionnellement, c'est un peu la fête de la démocratie. Ces scrutins de début novembre qui reviennent tous les 2 ans, en alternance, présidentielle, midterms, etc. Seulement, il y a peut-être quelque chose de pourri au pays des hommes libres. Désormais, les élections inquiètent. Ce sont des moments d'intimidation, de violence. On parle beaucoup des election deniers, ceux qui contestent le résultat des urnes. Partout, des signes de désintégration en Amérique. Alors, est-ce que j'exagère ? Tout à l'heure, Vincent Herouet relativisait un petit peu ces questions que se pose ce matin la presse française. La démocratie américaine est-elle en danger ? On en parle ce matin avec nos 2 éditorialistes. Bonjour François Calfon. Bonjour. Éditorialiste politique, membre du bureau national du Parti socialiste. Et Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je cite votre ouvrage, je le fais jamais, je le fais pour une fois, La révolution racialiste et autres virus idéologiques, paru aux presses de la Cité l'an dernier. Tout ça nous vient des États-Unis, évidemment. Alors Mathieu, je commence avec vous. Ces scrutins, aujourd'hui, ont lieu dans un climat d'extrême polarisation politique, et on réduit ça peut-être un peu à un match retour entre 2 hommes qui, en cumulé, affichent quand même 155 ans de vie. Oui, non, je pense... En fait, on pourrait dire qu'il y a... Joe Biden, 79 ans, Donald Trump, 76. De ce point de vue, il y a une querelle, j'appelle ça le duel des gérontes. Donc, d'un côté, un président au seuil de la sénilité, et de l'autre côté, un ex-président qui est un aventurier monomaniaque dans une logique factieuse. Donc, qu'est-ce que ça représente? Un pays, au-delà même des appareils politiques, un pays profondément divisé, qui refait l'expérience dans des modalités nouvelles de ce qu'a été autrefois la guerre de sécession. Ah oui, vous y allez fort. C'est-à-dire, j'entends des modalités nouvelles, il n'y a pas de coup de feu, et ainsi de suite, mais il y a il n'y a pas de coup de feu au sens de la guerre d'hier, mais il y a une violence psychologique, violence symbolique très forte où des États ne veulent plus vivre avec d'autres. La Floride devient un État laboratoire pour les uns, la Californie devient un État laboratoire pour les autres. Il y a une difficulté à cohabiter. En fait, nous sommes devant 2 nations dans le même pays, de plus en plus. Un empire décadent qui ne sait plus comment se projeter dans le monde s'il n'a plus la certitude d'être premier. D'un côté, un parti démocrate qui est au-delà, comme je dis, d'un Joe Biden momifié. Au-delà donc de Biden, il y a une aile du Parti démocrate, mais qui est dominante dans les médias, qui est dominante dans les universités plus encore, et même dans le capitalisme, qui est traversé par ce qu'on appelle la révolution woke, qui est une révolution à bien des égards totalitaire. Et de l'autre côté, un parti républicain qui, lui, est effectivement dans une logique factieuse, une logique presque de sécession, qui n'accepte pas, aujourd'hui, qui n'accepte même plus les règles démocratiques en disant si on perd, c'est que le système est truqué. Regardez ça, c'est un empire qui se décompose devant nous. Je ne dis pas que tout est terminé, je dis que nous sommes davantage devant les États désunis d'Amérique qu'autre chose. Et alors le décor est planté. François Calfon, vous voyez la même chose? Parce que c'était un dialogue, je trouve mon ami Bock-Côté très équilibré ce matin. Je l'attendais beaucoup plus en défense des Républicains, et donc j'avais... Non mais c'est avec un sourire, ne le prenez pas mal. Non, il y a plusieurs réflexions, effectivement. Tout ce qui a été dit, moi j'y souscris à peu près pleinement. Et donc vous vous dites, ouf, la France va beaucoup mieux que l'Amérique. Ah non, je me dis, oui, il y a peut-être ça dans le monde moderne, alors c'est du Jérôme Fourquet, mais il y a une forme d'archipélisation de pays qui ne parlent pas à l'autre. Et on pourrait transposer à la France, mais là nous sommes bien aux États-Unis. Ce matin, 2/3 des candidats républicains, parce que c'est quand même de ce côté-là qu'il y a une remise en cause de la démocratie en tant que système de fonctionnement des uns et des autres, 2/3 des candidats républicains disent que, anyway, ils ne reconnaîtront pas le résultat du scrutin. Vous avez des images sur Twitter de milices factieuses, on ne peut pas les appeler autrement, qui sont avec des pick-up et des mitraillettes à côté des endroits où on doit collationner les votes. Non, mais j'ai envie de vous dire, mais regardez ce qu'on a dit du Brésil, de Bolsonaro, au lendemain de l'élection. Bon, il ne s'est rien passé. Non, mais d'accord, il ne s'est rien passé au Brésil. On a fait quand même monter le truc. Un peu hallucinant pour nous, Ouest européens. Alors, est-ce qu'on y viendra un jour? Je ne sais pas. D'avoir effectivement ce climat de pré-guerre civile. Elle n'aura pas lieu, sans doute, tant mieux. Mais enfin, le Capitole a existé quand même aux États-Unis pour une élection qui est complètement institutionnalisée, en fait. Il y a la grande crainte, c'est que de voir des Capitoles à échelle locale, bien sûr. Voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et c'est là où je ne souscris pas, parce que c'est un débat, et sur le fond, je ne souscris pas. Il n'y a pas de parallélisme des formes entre les démocrates qui, sans doute, n'ont pas assez pris en compte l'inflation, qui, sans doute, ont un président qui n'est pas le plus lucide qu'on ait pu connaître, et quand même des républicains qui gîtent dangereusement du côté d'un Trump dont on doit reconnaître le talent. Je veux dire, il a écrasé le parti républicain. Il n'était pas fait qu'il soit le candidat. Président dit les républicains, en fait, c'est ce qu'on appelle le mouvement MAGA, Make America Great Again. C'est le mouvement de Trump qui fait une OPA sur les républicains. Exactement. Mais le parti républicain est chose complexe aujourd'hui. C'est-à-dire le vieux parti républicain
enfin, je dirais, c'est la même étiquette, mais c'est plus exactement le même parti. Prenez la doctrine en politique étrangère. Les années Bush, par exemple, étaient sur le mode du néoconservatisme impérial. Trump, c'est-à-dire, attendez, on précise néoconservatisme, c'est-à-dire très interventionniste. Avec la logique du changement de régime dans les pays qu'il fallait transformer, l'Irak étant utilisé comme laboratoire de la théorie des dominos démocratiques. Bon. Trump est dans une logique beaucoup plus, je ne dirais pas isolationniste, c'est pas le bon, mais à tout le moins une logique beaucoup plus restrictive en matière de politique étrangère. Premier élément. Sur la question de l'immigration, désaccord de fond. Sur quelle question Trump est arrivé avec une brutalité indéniable, il n'y a pas de doute là-dessus, en 2015-2016, c'est en s'emparant de la question de l'immigration, alors que l'ensemble du Parti républicain, dans ses élites, était favorable globalement à sinon des régularisations, à tout le moins l'immigration massive venant de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, le Mexique. Trump dit non, c'est une vraie question aujourd'hui. Faites la liste des questions où il y a un désaccord de fond, ils sont nombreux. Et ajoutez un élément qui est fondamental, c'est le sentiment du deux poids, deux mesures qui domine une bonne partie de la droite américaine. Vous condamnez avec raison, c'est le moins qu'on puisse dire, les émeutes du Capitole en 2016. Mais il y a la part oubliée là-dedans, c'est quand il y a les émeutes quelques mois plus tôt de Black Lives Matter qui mettent le pays en feu pendant plusieurs semaines. Ces émeutes-là, qui ne sont pas seulement sous le signe de la justice raciale, mais aussi d'une violence réelle, d'une violence raciale, d'une violence haineuse, elles ne sont pas condamnées, elles sont même célébrées par les médias. Et non, ce que je veux dire par la violence, quelle que soit la forme qu'elle prenne, elle est condamnable. Or, le fait est qu'une partie des élites ont applaudi les unes et condamné les autres, et c'est ce manque d'esprit d'équilibre qui contribue à un esprit d'aliénation dans la population. Vous êtes rattrapé par votre idéologie, parce que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très intelligent et qui me paraît-il juste, c'est qu'en fait, l'Amérique n'est pas sortie de la guerre de sécession, et j'ai envie de dire que l'Amérique, culturellement, dans une grande partie de l'Amérique n'est pas sortie de la ségrégation. Et quand je vois que certains à gauche importent quelque part la police tue, les afro... Vous parlez de la gauche française, cette fois. Mais par contre, la réalité d'une police qui tue les afro-américains, elle est établie, elle est, statistiquement établie. La réalité de la ségrégation territoriale est également établie. Donc quand vous mettez en parallèle le Black Lives Matter avec ses excès, avec y compris des manifestations qui sont violentes, et finalement ceux qui veulent détruire le Capitole, je pense qu'il n'y a pas de parallélisme des formes en l'occurrence. Vous l'aimez bien le parallélisme des formes. Je rebondis sur ce que vous dites, parce que Mathieu faisait un peu le point sur l'état du Parti républicain, des Républicains. D'autre côté, comment vous regardez le Parti démocrate américain qui lui aussi est travaillé aussi par une aile extrême, qui veut changer un peu les codes du parti. C'est une très bonne question. Dans le Parti démocrate américain, parce que c'est bipartisan par le mode de scrutin, et je vais le dire d'une formule, il y a les macronistes et il y a LFI ensemble. C'est quand même ça, le Parti démocrate américain. Quand vous voyez Alexia Ocasio-Cortez, AOC, Alexandria, j'ai une difficulté sur le prénom. Si vous voulez, c'est Clémentine Autain. Et quand vous voyez la nomenclature des Obama, on est entre l'aile droite du Parti socialiste et les macronistes. Donc c'est un peu ça le paradoxe américain. Mais là encore, l'idéologie n'est pas le facteur explicatif principal. C'est la sociologie, c'est-à-dire qui représente la côte Est, les grandes métropoles, mais l'idéologie est importante. Je vais vous donner un exemple. Une question vient d'arriver en Cour suprême, puis elle sera débattue dans les prochaines semaines, prochains mois, autour de la discrimination positive. Et aux États-Unis, pour lutter contre le racisme, qui est historiquement avéré et absolument atroce, on a institutionnalisé une forme de racisme inversé sous le signe de la discrimination positive dans les plus grandes universités. Et qui condamne aujourd'hui la discrimination positive et la conteste devant la Cour suprême? Ce sont les Asiatiques même, qui disent on est les premières victimes de cela. Parce que les Noirs nous passent devant, parce qu'ils sont jugés plus discriminés, où la conscience raciale domine la conscience nationale. Et ça, c'est la catastrophe dès que ça arrive. La conscience raciale domine la conscience nationale, où les tribunaux sont désormais le lieu qui arbitre les grands débats collectifs davantage que les instances qu'il y a avec des élus, où le capitalisme s'est idéologisé comme jamais avec la révolution woke, je l'ai dit, où les universités se sont transformées en asile à ciel ouvert. Moi, ce que je souhaiterais, bien franchement, c'est que les Occidentaux, plus largement, se désaméricanisent mentalement, parce que nous importons leurs problèmes à la tonne, et en dernière instance, nous les importeront au grand complet. Et on va subir les mêmes malheurs que... Un point très intéressant, je le dis d'une phrase. Il est vrai que moi, je souhaiterais que les États-Unis s'européanisent et même se francisent. Alors c'est ce que voulait Joe Biden, en disant il faut plus de sécurité sociale, plus c'est pas tellement sur le welfare, c'est plutôt sur l'universalisme. C'est vrai que une société qui ne se construit pas sur la promesse d'être citoyen, tous citoyens, même si c'est largement une promesse, construit finalement des réservoirs de développement
développement séparé. Alors, sous la ségrégation, c'était un développement séparé raciste envers la communauté noire. La ségrégation positive a eu des effets dévastateurs. Et c'est d'ailleurs pas ceux que nous, citoyens européens et citoyens de gauche, prônons. Et je pense qu'on arrive à la limite de ce modèle. Ça, c'est une réalité. Alors, je vais rajouter un dernier élément à notre portrait rapidement brossé des États-Unis d'aujourd'hui. Un pouvoir exécutif délégitimé, parce qu'effectivement, de l'autre côté, le pouvoir législatif est totalement paralysé. Tous les élus modérés ont été éliminés pratiquement aujourd'hui de la Chambre des représentants. Résultat, la Maison-Blanche est obligée de gouverner par décret, mais c'est très fragile. Le président suivant arrive et fait sauter tous les décrets pris par son prédécesseur. Et alors, on en arrive au stade où, ça c'est une ancienne de la CIA qui vient d'écrire un livre qui s'appelle La prochaine guerre civile, et ça marche du feu de Dieu en librairie. Barbara Walter, elle nous dit: les États-Unis sont aujourd'hui une anocratie, c'est-à-dire le gouvernement existe, mais il ne fonctionne pas du tout. Mathieu Bocoté. Oui, en fait, il y a plusieurs gouvernements. C'est ça qu'on doit comprendre aux États-Unis. Dans les États, le gouvernement fonctionne. En Floride, il fonctionne. Au Connecticut, il fonctionne. Faites la liste de tous les États. Mais au niveau fédéral, le pays est à ce point hétérogène aujourd'hui, à ce point éclaté, qu'il devient de plus en plus difficile d'avoir justement une politique qui fédérerait tout cela. Prenez la question, les questions morales aujourd'hui. Bon, dans certains États, il y a le vrai consensus, et dans d'autres, un autre consensus, mais tout à fait contrasté. Donc, le pays se refédéralise par la base. Et c'est le mouvement contraire à ce qu'il a connu au XXe siècle, où il s'était nationalisé. Le mot de la fin, François. Le mot de la fin, c'est les États-Unis, c'est quand même une nation mondiale. C'est-à-dire que sur les relations internationales, ils pèsent, et c'est pas le gouverneur de la Californie qui pèse. Alors, est-ce que c'est le président des États-Unis? C'est une autre question, mais il y a bien cela. Et la deuxième chose, c'est que c'est quand même pas nouveau que l'État fédéral soit si faible. Enfin, rendons-nous compte que si nous étions dans un système type américain en France, il y aurait la peine de mort au hasard, dans les Alpes-Maritimes. Non, j'essaie de coller à la réalité idéologique. Et il n'y aurait pas la peine de mort en Occitanie, c'est un peu ça. Ouais. Donc vous voyez bien que... et puis il y a toujours eu des gens qui, armes à la main, voulaient se protéger des fédéraux. Ouais. Donc cette réalité fédérale a quand même toujours eu du mal à s'imposer aux États-Unis. Merci à tous les deux. François Calfon, Mathieu Bocoté, votre regard sur les midterms. Les urnes ouvrent dans quelques heures. Seulement 30 millions d'Américains ont déjà voté ces midterms. On en reparlera évidemment dans Europe Midi avec Romain Desarts.